Midi Plus présente Le Dame. Vicky Sommet. Si les jeunes parlent de crush avant même d'évoquer l'amour, pour construire une relation, il faut d'abord savoir qui on est avant de s'élancer vers l'autre. Car aimer, c'est reconnaître autre que soi, accorder sa confiance, accepter l'intimité et ne pas rogner sur sa liberté. Et peut-être aussi savoir créer le manque. Utopie ou réalité, aimer est une éducation sentimentale très personnelle. Une thérapeute de couple répond à nos questions. Bonjour Caroline Cruz. Si je vous dis un état amoureux, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire un état déjà très agréable, un état d'effervescence, un état où on se sent revivre, où on se sent vivre, revivre, où on se sent bien, on se sent d'accord avec le monde quand on est amoureux. D'abord, il y a l'attente, sous toutes ses formes. L'attente de voir, l'attente de parler, l'attente de rencontrer, même si on a déjà vu la personne une première fois. Est-ce que dans cette phase d'attente, il y a peut-être plus de plaisir parfois que lorsqu'effectivement le plaisir lui-même est satisfait déjà ? Il y a aussi dans l'état amoureux quelque chose de... Dans la passion amoureuse, il peut y avoir quelque chose de douloureux, pas au sens d'une grande souffrance, mais au sens d'une... Ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on se sent aussi vivant. C'est-à-dire qu'on a des sentiments, on a des émotions, on a des craintes, on a des doutes, mais on est relié à l'autre de cette manière. Alors après... Attends, vous êtes en train de me demander si l'avant, avant que la relation prenne vraiment comme prend la mayonnaise, est-ce que c'est un état qui est agréable ? Oui, parce que tout est ouvert, rien n'est fait, rien n'est figé. Il y a toutes sortes de champs de possibles qui s'ouvrent. Et oui, ça peut être un état agréable. C'est mélangé, hein, c'est vraiment mélangé. Ça peut être inquiétant aussi, ça peut être un petit peu douloureux, mais ça peut être aussi très excitant et très agréable. Est-ce que ces sentiments-là, pendant l'attente, vous fragilisent ? On est fragilisé à partir du moment où on a l'impression de dépendre de l'autre, de dépendre de son arrivée, de dépendre de ses réactions. Oui, mais de toute manière, quand on est amoureux, on est fragile. On est fragile parce que c'est prendre un risque être amoureux. C'est prendre le risque que ça s'arrête, c'est prendre le risque d'être déçu, c'est prendre le risque de vivre. Mais bon, c'est un risque à prendre, la vie. Pour moi, aimer, c'est plusieurs choses. C'est de la volonté déjà, c'est de la communication et c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qu'on ne force pas. On voit quelque chose, on voit quelqu'un, on l'aime, même si parfois ça peut être des connexions un peu forcées. Par exemple, on est un peu forcé d'aimer sa famille, mais finalement, même si on n'aime pas sa famille, ben, on s'en détache. Donc on a toujours ce choix et c'est précisément plus ça l'amour, c'est choisir, c'est faire le choix d'être là pour la personne, de la faire passer, parfois avant nous ou non, mais c'est choisir quelqu'un, c'est choisir. Pendant longtemps, je ne savais pas et j'ai découvert ça il y a 3 ans avec mon fiancé actuel et en fait, le problème, c'est que c'est un concept qui est beaucoup trop limité à mon goût. Tout ce que j'éprouve pour lui ne veut pas juste rentrer dans le concept d'amour ou d'aimer. Mais en tout cas, c'est un très fort attachement, une passion qui ne s'éteint pas. En fait, on est prêt à tout pour la personne qu'on aime et on se projette très très loin avec. Est-ce qu'il y a plusieurs manières d'aimer selon vous ? D'abord, ça dépend des âges de la vie. On n'aime pas de la même manière à 18 ans, à 40 ans, à 60 ans et à 90 ans. Oui, on n'aime pas du tout de la même manière, mais on aime quand même. On est attaché d'une autre manière. Et puis, on peut aimer aussi. Ça peut arriver qu'on aime différemment deux personnes en même temps. Est-ce qu'on peut, lorsqu'on a une aventure qui va se concrétiser et devenir un amour à deux, quel que soit le genre de la personne, est-ce que cela nous incite à changer ? C'est-à-dire que nous changeons notre rythme de vie, peut-être nos habitudes, voire notre identité. Est-ce que notre moi intérieur est bouleversé à ce moment-là ? Oui, bien sûr, il est bouleversé, mais la relation, c'est un système. Donc, toute modification de l'un ou de l'autre est sujet à adaptation, ajustement.
On change parce qu'on veut aussi, au début, en tout cas au début d'une relation, on veut offrir à l'autre la meilleure image de soi-même et réciproquement. Donc on s'adapte. Alors c'est assez marrant parce qu'on peut aussi s'adapter à ce qu'on imagine être les attentes de l'autre, qui ne sont pas forcément ses attentes d'ailleurs. Et ça aussi, ça entraîne des réajustements après. Mais oui, on change. Et bon, enfin, je crois que c'est une banalité de dire que quand on est amoureux, on est beaucoup plus actif, beaucoup plus créatif, beaucoup plus inventif. On développe des projets. Enfin, le monde se réouvre quand on est amoureux. Oui, ça donne plus de goût à la vie. Ça donne plus d'envie. Et puis, ça donne envie aussi de plaire à l'autre. Donc, si on passe moins de temps à lire des romans policiers tous les week-ends dans son lit, on est plus attractif pour l'autre aussi. On lui montre qu'on est quelqu'un de dynamique, d'intéressé, d'intéressant. Donc, forcément, on donne le meilleur de soi-même. Donc, on change. On ne change pas fondamentalement. C'est peut-être pas un changement d'identité profond, mais on essaye de trouver ce qu'on a de meilleur en soi pour le proposer à l'autre. Pour aller dans le sens de votre idée, le changement, au lieu de vouloir changer l'autre, pour qu'il vous ressemble, est-ce qu'il ne faut pas déjà peut-être se regarder soi-même et essayer de changer ? Ça, de toute manière, c'est une très mauvaise idée de changer l'autre. D'abord, c'est mission impossible, l'autre, il est autre. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que si l'autre était pareil à soi-même, ou s'il était exactement ce qu'on veut qu'il soit, je vois vraiment aucun intérêt à rencontrer quelqu'un. Oui, mais c'est vrai dans ce sens joyeux des débuts d'une relation, mais c'est vrai aussi par la suite. Quand il y a une difficulté qui survient, il faut d'abord s'interroger sur soi-même. Pourquoi est-ce que je suis tellement impactée ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui suscite mon agacement, mes interrogations, etc. Et c'est tellement vrai que moi, je reçois souvent des gens seuls qui viennent consulter parce que l'autre ne veut pas venir. Et je les invite à s'interroger sur leur rôle dans la relation et travailler sur soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, la relation est un système. Travailler sur soi, réfléchir à ce qu'on projette dans la relation, ça fait bouger les choses et ça fait bouger l'autre. Donc, en gros, si on veut changer l'autre, il vaut mieux commencer par se changer soi-même. L'amour au premier regard, ce qu'on appelle le coup de foudre, ça existe vraiment ? Oui, je pense que ça existe. Ça existe. Il peut y avoir quelque chose. C'est la thématique. Leurs yeux se rencontrèrent. On peut tomber amoureux au premier regard. Après, on ne sait pas ce qu'il en adviendra de cette relation, mais on peut tomber amoureux au premier regard, oui, bien sûr. Alors être à deux, ça veut dire quelque chose, hein, c'est une entité nouvelle par rapport à celle qu'il y avait avant où il y avait deux êtres séparés. Et puis aujourd'hui, on voit beaucoup qu'on reste en solitaire, même à deux. Que d'un côté, il y a la vie seule, la vie en indépendante, et de l'autre côté, il y a la fusion. C'est-à-dire, ça dépend des moments. Est-ce que c'est peut-être une clé, peut-être utile à poursuivre quand on n'a pas envie d'être étouffé parce qu'on est deux ? Alors, c'est le sujet du couple. Hein. Le sujet du couple, c'est comment le couple apporte une forme de sécurité. C'est la bonne routine, c'est-à-dire qu'on rentre, et on est à la maison, on est avec quelqu'un, il apporte cette sécurité, et en même temps, il rogne sur notre liberté. Donc l'équation du couple, c'est d'arriver à concilier ce besoin de sécurité, de confort, au bon sens du terme, et ce besoin de liberté. On peut imaginer deux cercles qui se chevauchent. Il y a une zone commune qui est la zone du couple, et qui est très importante parce que c'est la base de sécurité. Mais il faut aussi que l'extérieur existe, parce que sinon le couple se dessèche. C'est-à-dire, la fusion, franchement, c'est pas une bonne idée non plus. C'est-à-dire que la fusion complète, c'est pas une bonne idée. Parce qu'au bout d'un moment, le monde se rétrécit. Et si on l'enrichit pas par des apports de l'extérieur, apports qui nourrissent aussi le couple, par ce qu'on peut raconter d'intéressant dans ce que chacun fait dans sa vie professionnelle, mais aussi des petits détails du quotidien, quelque chose qu'on a vu dans la rue, une émission qu'on a écoutée et pas l'autre. C'est ça qui nourrit le couple et qui tisse au fond la relation. Alors c'est peut-être une généralité, mais je pense que certains ne sont pas sûrs ou alors ils ont peur d'aimer. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont ce sentiment en eux et ils ont peur justement de continuer à choisir. Et ça pousse du coup à avoir peur, par exemple, de s'engager. Oui, c'est ça. Moi, je sais que j'ai plutôt peur de m'engager. J'ai peur, c'est ça, de perdre un peu de ma personne, de me perdre dans l'autre. On a peur de ce qui peut arriver. Je pense qu'on a aussi peur que l'autre ne fasse pas les mêmes choix que nous et ne s'engage pas autant que nous. C'est dur d'aimer et c'est pour ça que
ça rend l'amour encore plus beau, justement, parce qu'on choisit de continuer. Et c'est cet acte qui est beau et qui est profond. Est-ce que vous conseillez à ceux ou celles qui viennent vous voir qu'ils restent à la fois chacun indépendant et en même temps ensemble, ce qui n'est pas facile à concrétiser. Aujourd'hui, c'est la mode, chacun son écran, chacun sa chambre souvent, parfois chacun son appartement, et en même temps, la notion de couple, tout en ayant évolué, elle existe toujours parce qu'il y a quand même de l'amour. Oui, bien sûr, il y a de l'amour, sinon, il n'y a plus d'amour, autant se séparer. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Je crois que c'est aussi à chaque couple, en fonction de son histoire, en fonction de ses histoires de famille, en fonction de la manière dont il a vécu son enfance, c'est à chaque couple d'inventer son mode de vie. Alors, évidemment, s'il n'y a plus rien de commun, c'est-à-dire que si toutes les soirées sont occupées, chacun devant son iPhone, ou l'un devant l'ordinateur ou sa console, et l'autre, je ne sais pas quoi, en train de lire. Bon, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, les gens viennent souvent dans ces moments-là dire comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver un peu d'une communauté d'être ensemble. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on peut leur proposer, oui. Est-ce qu'il faut alors, lorsqu'on est amoureux, être nécessairement complice ? Ah oui, il vaut mieux être complice. Ça, c'est aussi une chose extrêmement importante dans l'amour, c'est de pouvoir rire ensemble, c'est de pouvoir avoir de l'humour, c'est de pouvoir se faire plaisir aussi de cette manière-là. Oui, il faut de la complicité. Équipe, complicité aussi. Mais ça, c'est l'amour au long cours, hein, Vicky, c'est l'amour au long cours. C'est pas l'amour des deux premières semaines. L'amour des 2 premières semaines, 3 premières semaines, peut-être même 1 an. On fait tout ensemble, on est sans arrêt ensemble, on a envie de voir personne, on se désocialise complètement. Mais ça ne dure pas, ça ne peut pas durer. On parlera ensemble de l'amour, et puis il y a aussi le mot passion. Vous faites une différence ? Oui, j'ai pas été impunément prof de grec. Hein. La passion, c'est la souffrance. Il y a une dimension qui peut faire souffrir. Je pense que l'amour, c'est ce qui commence quand la passion, non pas se termine, mais quand les débuts amoureux, les débuts de la relation, au moment où l'autre est un prince charmant, il y a un prince charmant, il y a une princesse, et puis au bout d'un moment, la princesse, elle redevient un peu grenouille, et le prince charmant un peu crapaud, mais on peut aimer sa grenouille et son crapaud, et c'est là que l'amour commence, quand on voit l'autre pour ce qu'il est vraiment, et pas dans une forme d'idéalisation qui est le propre du début d'une relation. Donc vous avez dit à un moment qu'on pouvait perdre une forme de liberté quand on est amoureux et qu'on vit à deux, peut-être de manière trop fusionnelle. Alors est-ce que liberté et amour sont compatibles tout de même ? J'espère bien. J'espère bien que liberté et amour sont compatibles, parce que le contraire de la liberté, c'est l'emprisonnement. Je vois pas très bien, ou alors on est proustien jusqu'au bout des dents, et on enferme son amoureuse ou son amoureux pour pouvoir l'avoir à sa merci. Mais sans liberté, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se rechoisir. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas toutes les minutes, mais il y a quand même l'idée on s'est pas choisi une fois pour toutes, on se rechoisit. Et pour pouvoir choisir, il faut être libre. De manière un peu plus négative, je voudrais aborder peut-être le moment où l'amour diminue, le moment où l'amour peut-être disparaît, je ne sais pas, ou du moins qu'il ne peut plus s'exprimer d'une certaine manière. On parle de divorce invisible. Ça veut dire quoi pour vous ? Le divorce invisible, c'est quand on finit par ne plus se voir, ne plus se regarder, ne quasiment plus se parler, sauf pour des détails d'intendance ou à travers les enfants ou les animaux domestiques. Que sais-je, le divorce invisible, mais c'est très souvent ce dont les gens qui viennent me voir se plaignent. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Bon, alors leur phrase, c'est « on n'arrive plus à communiquer ». Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on s'éloigne l'un de l'autre. On s'éloigne et on a peur qu'au bout d'un moment, l'éloignement soit définitif. Et donc, ils sont à ce bord-là de comment faire pour se rapprocher, se retrouver et peut-être ne pas divorcer. Mais ce manque de communication, l'un et l'autre s'en aperçoivent, ou il n'y en a qu'un des deux qui s'en rend compte et qui vient vous voir ? Quand ils viennent me voir, la plupart du temps c'est ensemble, donc ils s'en aperçoivent tous les deux. Oui, ils s'en aperçoivent tous les deux. Et c'est vrai qu'on pouvait imaginer qu'à une certaine époque, c'est surtout les femmes qui venaient, qui traînaient leurs pauvres époux pour aller voir la thérapeute de couple. C'est plus vrai maintenant. C'est-à-dire que les hommes sont demandeurs aussi. Ils en souffrent aussi. Donc ils sont tous les deux conscients que c'est intéressant de comprendre ce qui leur arrive. Et
pourquoi ils en sont arrivés là et s'ils peuvent ou pas reconfigurer leur relation autrement. Se rétablir, alors la communication, pas seulement se parler, mais se toucher, faire des choses ensemble, rire ensemble, reprendre vie ensemble. Est-ce qu'ils ont parlé de cela et surtout est-ce qu'ils ont essayé de trouver une solution alors à ce manque de communication avant de venir vous voir? Vous êtes la solution ultime en fait. Plus maintenant. Plus maintenant. Je crois que ça, c'est fini. Alors, vous êtes notre dernière chance. Là, c'est un peu mal barré quand, pardonnez-moi cette expression, mais quand les gens viennent me voir en disant vous êtes notre dernière chance, c'est vraiment plus tellement le cas. C'est-à-dire surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes. Les jeunes viennent, ils sont tout à fait décontractés par rapport au fait de venir voir Ils le sont d'autant plus décontractés que toutes les séries, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mettent en scène maintenant un conseiller conjugal, marital counselor. Il n'y a pas une... je ne parle même pas en thérapie, hein, mais dans toutes les séries américaines, à un moment ou à un autre, ils vont voir quelqu'un pour parler de leur couple. Donc les jeunes viennent très spontanément... Et ils n'ont pas tout essayé avant. Non, ils n'ont pas tout essayé. Bien sûr qu'ils ont pu essayer de s'en parler, mais ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas, ils se disent, quand on a mal aux dents, on peut essayer de mettre du clou de girofle. Et puis, si ça ne marche pas, on va chez le dentiste. Je suis étonnée que vous parliez des jeunes, parce qu'on a l'impression que les jeunes couples, c'est plutôt des amours récentes. Donc, éventuellement, elles ne sont pas encore au bout de l'expérience qu'ils vivent ensemble. Et donc, on vient vous voir quand même. Ah oui, bien sûr. Mais là, quand je dis jeune couple, entre 30 et 40, mais ils peuvent venir au moment de s'engager. C'est-à-dire, il y en a un qui peut avoir envie, avoir peur de s'engager. Donc, ils viennent pour discuter de ça. Pourquoi c'est si compliqué pour moi de m'engager? Pourquoi c'est si compliqué pour lui? Bon, cette question de l'engagement, habiter ensemble. Est-ce qu'on va habiter ensemble? Est-ce qu'on va perdre sa liberté? Et chez qui on habite? Chez l'un, chez l'autre? Des questions qui se posent et qui n'arrivent pas à débrouiller eux-mêmes. Donc, ils le font très spontanément. L'enfant. Est-ce qu'on va avoir un enfant? Il y en a un qui le désire plus que l'autre. Ces questions-là, c'est des questions que se posent des gens jeunes. En général, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont plus envie de faire l'amour ensemble. Ça, non. Mais ils viennent pour d'autres raisons. Et ils ont vu leurs parents. Hein. Ils ont vu leurs parents, je le dis dans un des livres que j'ai écrit, ils ont vu leurs parents soit se déchirer dans des divorces épouvantables à partir de la cinquantaine. Ils sont restés ensemble à cause des enfants, c'est-à-dire à cause d'eux, et c'est pas très rigolo. Donc, soit les parents se sont déchirés, soit ils se sont enfermés petit à petit dans ce qu'on appelait, ce que vous appeliez tout à l'heure, ce divorce à bas bruit. Et ça non plus, ils n'en veulent pas. Donc, ils se disent, autant essayer de comprendre maintenant ce qui pourrait nous entraver, comment on pourrait mieux construire notre vie sur des bases plus solides, en essayant de comprendre ce qui peut blesser l'un, ce qui peut blesser l'autre, et comment on peut s'arranger avec ça. D'une part, l'état de fusion amoureuse du début, je le répète, ne dure pas. Et c'est tant mieux parce qu'on découvre l'autre et on apprend à connaître l'autre pour ce qu'il est vraiment et pas pour une image idéalisée qu'on s'en fait et auquel l'autre malheureux ne peut pas coïncider parce qu'il n'est pas idéal et c'est tant mieux. Et quant au couple fonctionnel, pas si mal que ça d'être un peu fonctionnel, c'est-à-dire de savoir fonctionner ensemble, ne serait-ce qu'en se répartissant les tâches et la charge mentale. Pourquoi pas? Donc, un couple qui fonctionne bien ensemble, au fond, il garde du temps pour lui. Bien fonctionner ensemble, ça veut dire pas trop se noyer dans toutes sortes de détails de la vie pratique et donc se dégager du temps pour soi. Il n'y a pas de honte à être fonctionnel. N'être que fonctionnel, évidemment, c'est un peu triste. J'ai grandi en étant fan de romance. Donc c'est vrai qu'au début, quand on tombe amoureux, on se dit « Ah, mais dans la vraie vie, ça n'a rien à voir ». Sauf que, au final, on se dit même que c'est mieux. C'est un certain confort, c'est un bien-être constant en fait. Et il n'y a pas de déception et mes espérances sont remplies. Donc, plus globalement, oui, l'amour, ça m'a changé. Je pense que ça m'a beaucoup assagi, adouci et on se sent beaucoup plus responsable parce qu'on ne veut pas faire du mal à l'autre. Puisqu'on évoquait le couple est ce qu'il est à la maison, et puis il y a l'image du couple à l'extérieur. Et pour certains, on parle de couple parfait, parce qu'on ne voit que le vernis qui recouvre tout cela. C'est désolant et c'est dérangeant. C'est surtout dérangeant pour ceux qui renvoient à cette image. Parce que, effectivement, il y a beaucoup de couples, ne serait-ce que de jeunes couples, ou d'ailleurs de vieux couples, qui disent « mais c'est épouvantable ».
aux yeux de tout le monde, on passe pour le couple parfait. Et c'est une forme de... Comme si on n'avait pas le droit d'avoir des problèmes, comme si on n'avait pas le droit d'avoir des conflits, comme si on devenait... comme si jamais les autres découvraient que ça ne va pas si bien que ça, ce serait une catastrophe pour eux parce qu'on est leur référent de couple parfait. Et ça peut peser, et aussi vis-à-vis des parents des uns et des autres. Donner à sa famille ou à sa belle-famille cette image de couple parfait, c'est leur interdire d'avoir des questions, des soucis, des doutes qui font partie de leur vie et de ce dont ils ont besoin de parler quand ils viennent me voir. Comme toute forme d'idéalisation, c'est une contrainte et c'est une contrainte qui pèse. Donc l'infidélité existe, c'est peut-être l'un ou l'autre membre du couple qui est allé aimer ailleurs, ou peut-être le mot aimer n'est pas le mot juste à employer dans ce cas-là. Est-ce que cette infidélité, si elle est connue, si elle est sue, fait plus souffrir que la séparation elle-même? Ça dépend de l'infidélité. Il arrive que l'infidélité, d'ailleurs c'est assez amusant parce que je revoyais aujourd'hui une patiente qui était venue en couple. Là, elle venait elle venait me consulter à propos de son petit garçon. Mais elle était venue en couple il y a quelques années, à la suite d'une infidélité de sa part. On avait beaucoup travaillé là-dessus, en couple. Et elle est arrivée en me disant « Ne vous inquiétez pas, avec mon mari, maintenant, c'est parfait, tout va bien, tout va admirablement bien. » Et ça avait été quand même assez rock'n'roll. Enfin, le mari en question, quand il avait appris l'infidélité, il disait que vraiment, le ciel, c'est ce que disent les gens souvent, le ciel lui était tombé sur la tête. Donc, il y a infidélité. L'infidélité, ça peut être un signal d'alarme. Ça peut être un signal d'alarme. Il y a quelque chose que l'autre ne voit pas, ne comprend pas. C'est un signal d'alarme très coûteux, ça c'est sûr, mais qui peut, s'il réouvre le dialogue, s'il réouvre la parole commune, il peut redonner une forme de vie et d'énergie au couple. L'infidélité ne conduit pas nécessairement à la séparation. Elle conduit à la séparation si c'est une infidélité. Si le conjoint, la conjointe tombe amoureux de quelqu'un d'autre et a envie de partir, bon, la séparation suit l'infidélité. Mais la séparation n'est pas la conséquence nécessaire d'une infidélité. Ça peut l'être, comme ça peut ne pas l'être. Et puis, ça dépend aussi de la nature de l'infidélité. Si c'est, je ne sais pas, au cours d'un colloque, quelqu'un est parti en colloque, il a trop bu et il a passé une demi-nuit avec quelqu'un, est-ce que c'est la même infidélité que de tomber amoureux vraiment d'une autre personne? Il y a infidélité et infidélité. Il y a certaines dont il faut parler, d'autres que parfois il vaut mieux taire. Les petites, les toutes petites. Vous avez évoqué tout à l'heure, quand je vous ai posé la question sur tomber amoureux, vous avez répondu ça peut se survenir à tout âge. Aujourd'hui, comme nous avons une vie plus longue, femmes et hommes souvent tombent amoureux à un âge déjà avancé. Même si la relation n'est pas la même qu'à 20 ans, elle existe, elle est remplie, je pense, de tendresse, d'affection, d'humour peut-être aussi. Qu'est-ce que vous pensez des hommes et des femmes plus âgés qui tombent amoureux? Moi, je pense qu'ils ont bien de la chance. Je pense qu'ils ont bien de la chance de tomber amoureux à tout âge. Oui, ça arrive. Je me souviens, j'ai écouté une émission de France Culture sur une dame qui devait avoir 90 ans et qui avait un amoureux plus jeune, disait-elle. Il a 75 ans. Et la journaliste lui disait, mais alors, est-ce que vous faites belle quand vous l'attendez? Elle dit, ah mais non, pas du tout, je l'attends toute nue. Et elle était, mais absolument sûre d'elle, et ça lui plaît comme ça, et elle était amoureuse, il était amoureux, c'était formidable. Faut-il être courageux pour aimer? Parce que finalement, en vous écoutant, c'est facile de peut-être un moment, puis après ça l'est beaucoup moins, et après c'est peut-être très difficile. Donc ça dépend des étapes de la vie, mais il faut du courage? Du courage, je ne sais pas si je parlerai de courage. Il y a des efforts à faire. Je considère que les efforts, c'est pas un gros mot. Faire des efforts, c'est aussi faire attention à l'autre, le respecter, le comprendre, voir ce qui lui fait plaisir ou ce qui le blesse. Du courage, c'est pas non plus l'Himalaya à gravir. Enfin, c'est intéressant aussi. Si on considère, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, que tout ira bien comme ça jusqu'à la fin, on s'expose à de graves déceptions. Parce que
ça demande de l'investissement, ça demande de l'attention, ça demande de l'attention à l'autre. Donc c'est pas du courage, mais c'est de la vigilance. C'est-à-dire il faut être attentif, il faut pas être dans une veille anxieuse, mais il faut être juste attentif à la relation, attentif à l'autre. Mais ça fait plaisir aussi de faire ça. C'est pas un effort qui coûte. Si on aime quelqu'un, c'est aussi un plaisir. Alors à vous écouter, c'est l'amour, c'est peut-être inné, ça vient sans qu'on s'y attende et de manière naturelle. Mais en revanche, vivre un amour, ça demande une construction de part et d'autre. Oui, je serais assez d'accord avec ça. Que ce soit inné, je dirais pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un, mais une fois qu'on est dedans, ben oui, il faut travailler. Ça se travaille. L'amour, ça se travaille, oui, bien sûr. Ça se travaille, alors ça peut se travailler tout seul, il n'y a pas besoin absolument d'aller voir un thérapeute de couple. Mais si on sent que ça coince à un certain moment, c'est plutôt malin d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller rencontrer un tiers pour qu'il vous aide à remettre un peu les pièces en place. Je voudrais conclure avec cette phrase, vous me direz ce que vous en pensez. L'amour donne du sens à la vie. C'est une très jolie phrase, oui, bien sûr que l'amour donne du sens à la vie. Sans amour, la vie s'étiole. Merci Caroline Cruz. Bleu Dame a décliné le verbe aimer avec notre invitée, Caroline Cruz, thérapeute de couple, auteur du livre Savoir vivre amoureux, paru chez Le Rocher Poche. Avec Patrick Champré à la réalisation, Vicky Sommet vous remercie pour votre écoute. Au revoir.